Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale, votre émission podcast où les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie vous parlent principalement de décolonisation. Ce que l'émission propose, ce sont des paroles de femmes qui pensent et agissent pour la décolonisation et déconstruisent le système dominant. Dans cette émission, on échange, on discute avec des militantes, des chercheuses, des femmes d'ici, du Pacifique et d'ailleurs. Le 14 juillet 2023, un appel au soutien à West Papua, la Papouasie occidentale, est lancé par Young Solwara Pacific, mouvement régional composé de militants du Pacifique mobilisés sur tous les sujets intéressant les îles du Pacifique. Le but de cet appel au soutien, appuyer la demande de l'ULMWP, l'Union nationale de libération de West Papua et du Vanuatu, pour ramener West Papua dans la famille du fer de lance mélanésien qui doit se réunir prochainement. La pause décoloniale répond donc à cet appel et propose d'y contribuer en vous faisant lecture d'un article. Le noir et la couleur de la solidarité, l'art comme résistance en Mélanésie. Un article rédigé par Joy Enomoto, une artiste engagée qui présente 3 femmes mélanésiennes, artistes et militantes qui utilisent l'art comme outil pour la justice sociale et comme archive visuelle. Un article dont la lecture tombe à point nommé puisqu'en ce moment même, le 7e Festival des Arts Mélanésiens se tient au Vanuatu. Un moyen pour la pause décoloniale de rappeler que ces grandes rencontres sont bien plus que des échanges, elles sont des temps et des espaces pour renouer avec notre histoire mélanésienne. Je vous laisse écouter cet article lu par Anaïs Douang-Pédika, qui l'a également traduite en français, puisque la version originale est en anglais. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Depuis le 19 juillet, nous voyons circuler sur Facebook toutes les magnifiques vidéos et photos qui nous sont partagées de Port Vila au Vanuatu, où se déroule jusqu'au 31 juillet le Festival des Arts et de la Culture mélanésien. Sous la devise « Reconstruire ma Mélanésie pour un destin commun », le festival est l'occasion pour des délégations d'artistes des pays de Mélanésie de se retrouver et de promouvoir les arts et la culture de la région. Parmi les pays participants se trouvent le Vanuatu, pays accueillant, la Kanaki Nouvelle-Calédonie, Fidji, les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Papouasie occidentale ou West Papua et les îles Torres Strait. Un grand merci à toutes celles et ceux qui s'y trouvent et qui nous partagent cette expérience dans des vidéos, photos et des stories sur les réseaux sociaux. Pour ce nouvel épisode de la pause décoloniale, nous vous proposons une présentation et une lecture de passages de l'article universitaire de Joy Lehuanani Enomoto intitulé « Le noir et la couleur de la solidarité, l'art comme résistance en Mélanésie ». L'article a été écrit en anglais et publié en 2020 dans la revue universitaire Postmodern Culture. Joy Lehuanani Enomoto est une artiste visuelle, militante et éducatrice noire Kanaka Maoli, ce qui veut dire autochtone hawaïenne, japonaise, écossaise, Caddo, qui est une nation amérindienne, et Punjabi, qui est une région du nord de l'Inde. Elle s'intéresse au thème de la justice climatique, aux généalogies de plantations et à la mémoire de la violence qu'on retrouve dans la terre et la mer. Elle travaille principalement sur les problèmes qui impactent l'Océanie. Son travail combine le dessin, l'impression, l'art de la fibre et la photographie. Dans son article « Le noir et la couleur de la solidarité », Joy Enomoto présente 3 femmes mélanésiennes artistes et militantes qui utilisent l'art comme outil pour la justice sociale et comme archive visuelle. Ces artistes sont Kamari Serau et Mere Tuilau, qui sont toutes les deux Itaukei, ce qui veut dire autochtones de Fidji, et vivent sur l'île de Viti Levu à Fidji, ainsi que Sonia Larson, une artiste militante d'origine Papou Tolai qui vit au Nouveau-Mexique. Dans cette présentation, par souci de temps, je me concentrerai sur les actions menées par Kamari Serau et Mere Tuilau au 6e Festival des Arts et de la Culture mélanésien qui a eu lieu aux îles Salomon en 2018 pour soutenir le peuple de Papouasie occidentale dans sa lutte pour l'autodétermination. Je me concentre aussi sur cette histoire pour rappeler l'aspect politique de ce festival et rendre visibles les histoires de militantisme politique océanien et féministes qui y sont associées.
Ceci est particulièrement important en ce moment car comme l'organisme d'artistes océaniens et océaniennes Young Solwara Pacific le rappelle, l'Indonésie répond à la solidarité océanienne à la Papouasie occidentale en étant encore plus présente dans le Pacifique à travers la diplomatie, l'aide internationale, mais aussi en ciblant les gouvernements océaniens et institutions régionales. Aujourd'hui, l'Indonésie a aussi réussi à influencer des politiques régionales dans des espaces comme le fer de lance mélanésien et le Forum des îles du Pacifique. En 2014, les groupes politiques papous occidentaux ont formé un organisme les regroupant tous, appelé Mouvement uni de libération de la Papouasie occidentale. Cet organisme est de plus en plus reconnu internationalement, mais il continue son combat pour se faire reconnaître à un niveau sous-régional, notamment au fer de lance mélanésien. Cependant, alors que le mouvement uni de libération de la Papouasie occidentale est devenu un simple observateur au fer de lance mélanésien, l'Indonésie a obtenu un statut d'associé sans aucun critère approprié. La campagne de lutte pour que le mouvement uni de libération de la Papouasie occidentale rejoigne le fer de lance mélanésien continue donc. En effet, alors que les leaders du fer de lance devaient se rencontrer le 21 juillet dernier, donc la semaine dernière, le sommet a été repoussé. À cela s'ajoute qu'aujourd'hui même, le 27 juillet 2023, le président de la République française, Emmanuel Macron, sera présent au Festival des Arts et de la Culture mélanésien à Port Vila, dans le cadre de son déplacement dans la région pour le rayonnement international de la France et au pays pour soi-disant rassembler. Que vient faire le représentant de la puissance coloniale française au Festival des Arts et de la Culture mélanésien et dans quelle mesure sa présence doit-elle être défiée et résister sur le terrain? L'article de Joy Enomoto et l'histoire du militantisme qu'elle nous raconte nous permet de connaître notre histoire politique mélanésienne, mais aussi de stimuler nos imaginaires politiques, d'élargir le champ des possibles, pour utiliser les termes d'Essemea Puarawaro, et de ne pas perdre de vue l'aspect politique du festival et des présences coloniales de l'Indonésie et de la France en terre mélanésienne pour étendre et garder leur pouvoir dans la région. L'article d'Enomoto commence avec un vers de la poétesse et universitaire Itaukei et africaine-américaine Teresia Taiwa. Voici le vers. Les premiers peuples à arriver dans le Pacifique étaient noirs. Elle cite ce vers pour nous rappeler que la noirité est enracinée dans le Pacifique. Ceci est important car l'auteur de l'article observe que, ici je cite, les femmes noires sont souvent laissées pour compte dans les discussions sur les luttes mondiales noires et ironiquement, elles sont laissées pour compte dans beaucoup de discussions sur l'autochtonie noire, même si elles sont des agents centrales dans les mouvements pour l'autodétermination noire. Donc son article critique cette invisibilisation des femmes noires autochtones, mais nous invite aussi à centrer les actions des femmes noires du Pacifique, et plus particulièrement de Mélanésie. Enomoto nous explique que sa réflexion est la continuation d'une conversation commencée lors d'une table ronde intitulée « Femmes artistes afrodiasporiques sur l'histoire et la noirité dans le Pacifique » à la conférence de l'Association de l'histoire du Pacifique qui a eu lieu en 2016 à Guam. C'est dans ce cadre-là et au début du mouvement Black Lives Matter que Teresia Taiwa a rassemblé un petit collectif de femmes artistes noires et océaniennes pour parler d'un problème peu adressé, celui de l'antinoirité dans les communautés océaniennes. Le titre de l'article, Le noir et la couleur de la solidarité, est d'ailleurs tiré d'un poème de Teresia Taiwa intitulé Histoire mélanésienne, poétique micronésienne, et ceci afin de lui rendre hommage en tant qu'artiste et mettre à l'honneur son dévouement à la cause du féminisme océanien et noir autochtone dans ses travaux pour la libération collective. Enomoto écrit que, je cite, « Pour comprendre comment l'antinoirité opère en Mélanésie, il est impératif d'avoir une compréhension critique de l'histoire et de la présence de la lutte de la Papouasie occidentale pour sa libération. » Fin de citation. En effet, je cite, « Alors que les Papous tentent de protéger leurs terres de la violence coloniale et des entreprises, et elles font face à des tactiques génocidaires, une censure médiatique et un quasi-silence venant de la communauté internationale. » Fin de citation. Enomoto résume l'histoire coloniale et violente de la Papouasie occidentale, qui était d'abord une colonie des Pays-Bas, puis qui a été cédée à l'Indonésie après un meeting organisé par les États-Unis en 1962, appelé l'Accord de New York. C'est en 1967 que la Papouasie occidentale est transférée à l'Indonésie et que la compagnie minière Freeport-McMoRan, qui est une compagnie américaine, est autorisée à exploiter les sols pour l'or. Enomoto écrit, je cite, « La suprématie blanche a collaboré avec l'État indonésien postcolonial pour avancer les intérêts miniers capitalistes. » L'armée indonésienne a fait des milliers de morts papous depuis et comme l'explique Joy Enomoto, je cite,
Aujourd'hui, les 250 tribus autochtones de Papouasie occidentale sont toujours sujettes aux tortures, viols et génocides systématiques de l'armée indonésienne, mais continuent de lutter pour leur autodétermination. N'ayant aucune protection légale, les femmes vivent la violence de cette occupation militaire constante le plus sévèrement. Les veuves et les enfants d'anciens membres du Free West Papua Movement, le mouvement pour la libération de la Papouasie occidentale, sont discriminés de manière consistante. On leur refuse l'accès aux services de soutien, à l'éducation, à l'emploi. Leurs maris, frères et fils sont emprisonnés et tués, ce qui fait que les femmes doivent continuer la lutte pour la libération ainsi que s'occuper de la famille. Leur résilience est une inspiration pour une solidarité entre Mélanésiens et Mélanésiennes et une solidarité dans toute l'Océanie. Fin de citation. Ce qui va suivre est une traduction et lecture d'une partie de l'article de Joy Enomoto qui a été traduite en français pour cet épisode. Je cite. La censure agressive des médias par l'Indonésie, pour ce qui concerne leur violation de droits humains, signifie que les gens de Papouasie occidentale doivent souvent dépendre de leurs alliés pour raconter leur histoire. Les militants et militantes, artistes, gens de la scène, poètes, poétesses et musiciennes doivent constamment trouver des façons nouvelles et créatives de résister les tentatives de l'Indonésie de mise sous silence des demandes de fin au génocide. Je trouve que le courage des jeunes femmes et des personnes de genre non conforme, militantes mélanésiennes, particulièrement inspirant. De manifestations à des campagnes sur les réseaux sociaux en passant par des concerts et des peintures, et elles utilisent tout ce à quoi elles ont accès pour soutenir la Papouasie occidentale. Ces militantes savent qu'elles ne seront pas libres tant que la Papouasie occidentale ne sera pas libre. Les Papous tués sont les vies noires qu'elles ne nous laisseront pas oublier. Elles nous enseignent ce que cela veut dire de défendre la vie et la terre noire dans le sol Wara. La solidarité avec la Papouasie occidentale parmi les jeunes militants et militantes mélanésiennes n'est pas surprenante étant donné la forte tradition de féminisme océanien qui est spécifique aux femmes de Fidji, Kanaki, Vanuatu et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans le milieu des années 1970, des universitaires et militantes telles que Claire Slater, Vanessa Griffin, Amelia Rokotuivuna, sorties de l'Université du Pacifique Sud à Fidji, et la militante de Kanaki Dewe Gorode ont situé les engagements féministes dominants avec les problèmes de genre et de culture dans le contexte de l'impérialisme, du colonialisme et de la libération. La vision radicale des femmes mélanésiennes se démarquait parmi les féministes océaniennes car elles regardaient souvent au-delà des rôles coutumiers et familiaux des femmes vers des problématiques internationalistes. Ces féministes ont directement influencé les travaux de Teresia Teaiwa, qui a été la mentor des militantes Itaukei Kamari Serau et Mere Tuilao, qui continue la tradition de féminisme océanien anticolonial développée ces 40 dernières années à Fidji. En 2014, à Madang, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un jeune organisme militant appelé Young Salwara Pacific a été développé suite à un atelier appelé Madang One Salwara Dance. One Salwara, qui veut dire One Salt Water, veut dire un océan, un peuple. Le regroupement a rassemblé des organismes communautaires, des militants et militantes, des artistes, des universitaires et des théologistes pour pouvoir faire renaître un mouvement de solidarité dans tout le Pacifique sous la devise « Un océan, un peuple ». L'année suivante, Young Salwara Pacific a organisé sa première campagne pour promouvoir une prise de conscience régionale sur la Papouasie occidentale. La campagne « We Bleed Black and Red », ce qui veut dire « On saigne du noir et du rouge », incluait plusieurs manifestations et événements qui ont attiré l'attention sur les réseaux sociaux malgré des menaces violentes et l'intimidation du gouvernement indonésien. Mais il y a un événement auquel j'ai assisté et que je dois raconter dans sa totalité pour pouvoir bien expliquer son importance. Entre le 1er et le 10 juillet 2018, les îles Salomon ont accueilli le 6e Festival des Arts et de la Culture mélannésien, qu'on appellera aussi MacFest, à Honiara, à Guadalcanal. MacFest se tient tous les 2 ans et rassemble environ 2000 participants et participantes venant de toute la région. L'objectif du festival est de célébrer les danses, les chants et les arts des pays mélanésiens. Bien que le Festival des Arts du Pacifique ait commencé à Suva, à Fidji, il est très vite devenu un événement plutôt polynésien, ce qui rendait difficile à plusieurs délégués Wantok d'y participer. MacFest a été créé directement pour répondre à cela et bien couvert à des délégués d'autres pays du Pacifique, il reste gouverné par des délégués Wantok et centre la Mélanésie. Quand le Premier ministre des îles Salomon, Rick Uenipuela, a autorisé l'Indonésie à participer au festival, il s'est éloigné des positions des précédents gouvernements qui étaient pour l'indépendance de la Papouasie occidentale. Cette décision a été considérée comme une insulte par beaucoup des participants et participantes au festival, et plus particulièrement par les gens des îles Salomon.
Weni Puela a démontré une complicité claire avec le génocide et une volonté de donner à l'Indonésie un espace pour son récit égoïste d'innocence coloniale. Le 5 juillet 2018, sans qu'aucune représentation ou annonce ait été prévue, la poétesse non conforme dans le genre Itaukei Kamari Serau s'est tranquillement tenue debout devant le pavillon des provinces mélanésiennes d'Indonésie, sur les terrains Panatina, au milieu du festival, et a déployé le drapeau Morning Star de la Papouasie occidentale. C'est illégal de faire flotter ce drapeau en Papouasie occidentale, et toutes celles et ceux qui le font risquent de se faire arrêter. Au 5e jour du festival, le pavillon des provinces mélanésiennes d'Indonésie n'avait ni artisanat ni nourriture à vendre, aucune information à distribuer, pas de décoration, pas de symbole de fierté nationale, rien ni personne pour le représenter, à l'opposé de tous les autres pavillons des pays du festival. Une pancarte au-dessus du pavillon servait de symbole de pouvoir politique pour affirmer la place de la Mélanésie dans la région. Le pavillon vide se démarquait comme un espace non investi et non concerné par sa présence au festival. La décision de Serau de déployer le drapeau était un défi direct à la légitimité du gouvernement indonésien à être présent au festival et une affirmation de la souveraineté papoue occidentale. Cet acte courageux a transformé un festival artistique prévisible en une bombe à retardement de tensions politiques en provoquant un affichage inattendu de solidarité mélanésienne pour l'indépendance de la Papouasie occidentale tout au long du festival, et par conséquent en niant l'acceptation de l'Indonésie sur les terres mélanésiennes. Serau a été rejointe par une autre poétesse et spécialiste des médias, Mere Tuilau, qui l'a photographiée. Serau et Tuilau sont toutes les deux membres de Young Solwara Pacific et deux des membres fondatrices de la campagne We Bleed Black and Red, donc nous saignons en noir et en rouge. Ensemble, elles ont récupéré le pavillon indonésien pour la Papouasie occidentale. Au début, un délégué du Vanuatu et de la Kanaki sont arrivés avec les drapeaux de leur pays pour rejoindre Serau. Plus de gens se sont approchés du pavillon et à la fin, des familles entières et des enfants des autres provinces des îles Salomon, ainsi que des touristes australiens et australiennes et des Fidjiens, Fidjiennes, Maoris, Samoa, Samoans, Tongiens, Tongiennes, Taïwanais, Taïwanaises, ni Vanuatu et beaucoup d'autres ont rejoint la foule, tous et toutes cherchant à prendre une photo avec le drapeau du Morning Star. Tuilau a transformé ce moment en une campagne sur les réseaux sociaux. Une petite foule de membres de la communauté et de membres de la campagne locale de jeunes pour la libération de la Papouasie occidentale aux îles Salomon s'est réunie. Un homme d'une province de Guadalcanal a affirmé « Je veux faire flotter un grand drapeau dans mon village pour mes frères et sœurs en Papouasie occidentale. Les Salomonais ont un amour profond pour la Papouasie occidentale. » C'était une action incroyable à voir. C'était un moment pour protéger les vies noires dans le Pacifique, avec des femmes noires artistes qui menaient la charge. En surface, leur action peut paraître anodine, mais le choix d'une jeune femme et d'une personne non conforme dans le genre Itaukei de provoquer le gouvernement indonésien et les responsables du festival en plein milieu du festival est assez radical. Le gouvernement indonésien est connu pour harceler et menacer toute personne qui met au défi sa légitimité dans la région. Le gouvernement de Honiara veut les revenus générés par les touristes et nie les implications politiques liées à la présence de l'Indonésie au festival. En incitant une manifestation imprévue, sans consultation ni plan pour leur propre protection, Serau et Tuilau se sont mis en danger. Même les membres de la campagne locale pour la libération de la Papouasie occidentale étaient très hésitants et sont restés sur le côté pendant cette action à attendre ce qu'en seraient les résultats. Environ une demi-heure plus tard, l'artiste papou connu, Jeffrey Figure, est arrivé au pavillon avec une peinture qu'il avait peint juste quelques minutes avant sur la scène de musique principale avec un groupe de musique de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a peint un portrait d'un papou occidental avec un drapeau Morning Star sur son front. Plus que conscient que sa toile pourrait être considérée comme controversée par les organisateurs du festival, il avait eu la permission de la délégation de Papouasie-Nouvelle-Guinée de la montrer. L'arrivée de la peinture ainsi que l'action photo a créé une petite frénésie de curiosité et un immense élan de solidarité. Plus d'une centaine de personnes attendaient pour avoir leur photo prise avec le drapeau du Morning Star et le présentateur du festival s'est adressé à la foule pour dire « Si vous voulez montrer votre solidarité à la Papouasie occidentale et prendre une photo avec le drapeau du Morning Star, veuillez vous diriger vers le pavillon de la Papouasie occidentale. » Nous sommes restés là pendant environ 2 heures et pendant tout ce temps, l'air était rempli de belles conversations sur la solidarité. Dans la foule, on retrouvait des résidents et résidentes des îles Tuamotu, de l'île Rainelle, de Kanaki, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie et Aotearoa. Puis, les véhicules du gouvernement indonésien sont arrivés. 2 véhicules militaires se sont arrêtés près du pavillon.
Les responsables indonésiens étaient là, tranquilles mais visiblement en colère, sortant leur téléphone pour prendre des photos de la scène et de la foule. L'atmosphère sympathique qui existait des heures auparavant a changé en quelques secondes. La tension était palpable. La seule femme du personnel militaire a été désignée pour parler au nom de la délégation. Elle a demandé qui était présent et si on reviendrait au pavillon le lendemain, car c'était à ce moment-là que la délégation papou-occidentale était censée arriver. La soudaine affirmation que le pavillon appartenait à la Papouasie-Occidentale et pas à l'Indonésie les énervait clairement. Les responsables indonésiens et du festival ont laissé l'après-midi passer, mais cette action ne serait pas la dernière. Ce soir-là, les membres de Young Salwara Pacific et de la campagne salomonaise pour la libération de la Papouasie-Occidentale ont dansé ensemble en agitant plusieurs drapeaux Morningstar et en chantant des chants dédiés à l'autodétermination des Papous occidentaux. De plein de manières différentes, ce moment a révélé le caractère indestructible de la résistance culturelle du peuple, des masses populaires, face à la domination étrangère. Dans ce cas-là, les masses étaient les gens de Mélanésie présents ce jour-là qui ont utilisé la plateforme de MacFest, un espace pour l'art et l'expression politique, pour protester l'occupation et le génocide coloniaux. La protestation a commencé avec l'acte de tenir un drapeau, des photos et une peinture. C'est tout ce qu'il a fallu pour subvertir la présence du gouvernement indonésien. Le jour d'après, Serau, Twilau, Figure et moi-même étions invités à parler à la table ronde communautaire au Leaf House Kavabar, près de la côte d'Honiara, pour discuter du rôle de l'art dans les mouvements de justice sociaux. Le modérateur était Joe Tau, co-directeur du réseau Pacifique sur la mondialisation. Alors que le séminaire commençait, Serau et Twilau ont toutes les deux partagé un poème de solidarité pour la Papouasie occidentale. Les participantes et participants étaient des militants, militantes locaux et locales, papou-occidentaux, des îles Salomon, des étudiants et étudiantes à l'Université du Pacifique Sud et des jeunes écrivains, écrivaines, poétesses, poètes, photographes, chanteuses, chanteurs. La conversation a couvert beaucoup de sujets et de manière plus importante le rôle que les artistes doivent jouer dans les luttes pour la justice sociale. Il était clair pour toutes les personnes présentes que l'art, ce n'est pas seulement des objets d'art, mais c'est aussi utiliser les compétences artistiques pour résister à l'oppression de manière active. Il s'agissait vraiment d'une conversation one talk. On ne partageait pas la même langue, mais les différences linguistiques n'ont empêché personne de se comprendre mutuellement. Au contraire, elles ont approfondi notre compréhension collective de la nécessité d'espaces comme celui-là. Pendant que ce dialogue entre artistes se déroulait, la délégation indonésienne a passé la journée à peindre le drapeau indonésien sur les murs extérieurs du pavillon où aucun délégué de la Papouasie occidentale n'était à l'horizon. Officiellement, le but de notre rassemblement était de célébrer l'art et la beauté de la culture mélanésienne, mais la présence des soldats était un rappel amer de la laideur de l'occupation coloniale. Le samedi 7 juillet 2018 a marqué le 40e anniversaire de l'indépendance des îles Salomon des Britanniques. C'est ce jour-là que Serau et Twilau sont retournés au pavillon fraîchement peint avec le drapeau indonésien. Cependant, cette fois-ci, elles sont revenues avec des membres de la campagne salomonaise pour la libération de la Papouasie occidentale. Serau n'a pas tenu le drapeau Morningstar, mais l'a passé aux militants de Papouasie occidentale Ben Didiomea. Il et elle sont restés debout juste derrière la ligne de cailloux qui démarquait les frontières du pavillon par rapport au reste du terrain du festival. Twilau a recommencé à filmer. Didiomea a tenu le drapeau et a commencé à parler, et presque tout de suite après, un responsable indonésien a essayé de lui prendre le drapeau. Mais avant que le responsable puisse faire quoi que ce soit, Twilau a couru vers lui, la caméra dans la main, et a crié « Hey, hey, hey! Voilà ta ligne, voilà ta putain de ligne !» En montrant la ligne de cailloux par terre, elle a crié « C'est notre terre mélanésienne, ferme ta gueule !» Choqué, le responsable indonésien a reculé. Déjà, une foule de passants était rassemblée. Didiomea a commencé à dire fort « Ici, c'est la Mélanésie. Qu'est-ce que l'Indonésie cache en Papouasie occidentale? Pourquoi il ne laisse pas entrer les médias internationaux en Papouasie occidentale? Je suis un combattant pour la liberté. Les médias internationaux n'entrent pas en Papouasie occidentale. » Pendant ce temps, Serau se tenait derrière lui avec une pancarte qui lisait « West Papua Merdeka », qui veut dire Papouasie occidentale libre. Encore une fois, elle est restée debout en protestation silencieuse. Ben Didiomea était présent le premier jour quand Kamari Serau a ramené le drapeau au pavillon vide, mais il n'a pas parlé ce jour-là et il n'a pas non plus mené d'action le jour où les responsables indonésiens ont peint le pavillon avec les couleurs du drapeau indonésien. Toutes les actions sur le terrain du festival pour la Papouasie occidentale ont été initiées par Serau et Twilau.
En solidarité et par respect pour leurs frères et sœurs Salomone et Saloménèse, qui vivaient à Honiara, elles ont fait ce qu'elles ont pu pour créer un espace qui permettait aux organisateurs et aux organisatrices locaux et locales de parler et d'être entendus. Honnêtement, Didioméa avait plus à perdre en parlant à Honiara parce qu'il y a un risque plus élevé pour les hommes d'être arrêtés ou détenus. Il y avait aussi de fortes chances pour que Selao et Twilao soient arrêtés, mais elles n'avaient pas peur. Quand la police d'Honiara est arrivée, elles sont restées debout et ont défié la police. Elles n'ont pas hésité à défendre Didioméa. Mais ni le représentant indonésien ni la police ne voulaient interagir avec Twilao et Selao. Ils voulaient seulement parler aux hommes du mouvement et ce sont les hommes qui ont été ciblés pour les arrestations. Par conséquent, Didioméa et un autre membre de la campagne pour la libération de la Papouasie occidentale, Maverick Seda, ont été temporairement détenus par la police d'Honiara et leur drapeau Morningstar a été confisqué. La police d'Honiara a publié une déclaration disant que le drapeau a été retiré pour prévenir la provocation des Indonésiens, rappelant aux manifestants que ce n'était pas un événement politique. Les protestations de Selao et Twilao au festival ne sont pas restées inaperçues des autorités fidjiennes. Quand Selao et Twilao sont rentrées à Fidji d'Honiara, elles ont été convoquées pour un interrogatoire par la police des frontières fidjiennes. On leur a posé des questions sur l'engagement pour l'indépendance des provinces de Papouasie et de Papouasie occidentale. Depuis, la police fidjienne a dit à Selao et Twilao d'arrêter de porter des t-shirts militants papous ou d'organiser toute forme de manifestation à des événements publics. Les comptes et activités qui concernent la Papouasie occidentale de Selao et Twilao sur les réseaux sociaux sont sous surveillance et pourtant, elles continuent de lutter. La détention et l'interrogatoire de Didioméa, Seda, Selao et Twilao reflètent un paysage changeant et régressif des gouvernements régionaux par rapport à l'Indonésie. Le pouvoir économique et politique que l'Indonésie déploie dans la région ne doit pas être sous-estimé. Parce que l'Indonésie contrôle la richesse minérale de la Papouasie occidentale, elle est soutenue par les intérêts des entreprises internationales et elle a développé de fortes relations militaires avec l'Australie et les États-Unis. L'Indonésie menace souvent de couper les échanges avec ou le soutien à d'autres pays mélanésiens qui prennent position contre l'occupation de la Papouasie occidentale en faisant pression sur les gouvernements pour qu'ils mettent en place des mesures punitives contre les militants et militantes pour l'indépendance de la Papouasie occidentale. C'est pourquoi les actes de Kamari Selao et Mere Twilao ne peuvent pas être pris à la légère. C'est important de reconnaître leur solidarité avec celles et ceux sur le terrain à Honiara, d'honorer leurs demandes créatives et courageuses de justice et de marquer leurs interventions contre la violence de l'Indonésie qui, autrement, pourrait passer inaperçue. Twilao et Selao utilisent l'art comme outil pour la libération et incorporent de multiples identités de genre dans la libération noire, élargissant ce faisant la portée des conceptions intérieures du féminisme noir en Mélanésie. Elles ne se déclarent peut-être pas féministes de la même manière que leurs prédécesseuses, mais leur demande obstinée pour l'autodétermination de la Papouasie occidentale et leur volonté de directement défier le harcèlement indonésien les place dans un continuum de solidarité noire océanienne radicale. Suivant leur exemple, j'inclus les gens de la Mélanésie et leur demande urgente pour la libération quand je dis Black Lives Matter. La lutte de la Papouasie occidentale pour la liberté a beaucoup à nous enseigner sur ce que ça veut dire de demander la libération sous occupation militaire et ce que ça veut dire de repousser les entreprises qui sont protégées par un gouvernement qui cherche à anéantir la beauté de la vie, de la terre et de l'autodétermination noire. Fin de citation. Merci de votre écoute. C'était donc l'article « Le noir et la couleur de la solidarité, l'art comme résistance en Mélanésie » rédigé par Joy Enomoto, traduit et lu par Anaïs Douong-Pedika pour la pause décoloniale. Merci Joy Enomoto, merci Anaïs pour la lecture de cet article qui, nous l'espérons, fera écho dans les cœurs de chacun pour Ouest Papua. Clin d'œil particulier à la délégation de Kanaki Nouvelle-Calédonie qui est actuellement au Vanuatu. N'oubliez pas Ouest Papua, Kanaki and West Papua Merdeka. Criez-le haut et fort. On espère que cet épisode vous a plu. Il sera publié sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook si vous souhaitez le réécouter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pause décoloniale.